Bonjour Cyprien, comment ça va? Salut Charles, ça va bien et toi? Ça va très bien, merci. Écoute, peut-être pour commencer, tu pourrais me donner un petit background sur ta personne. Qu'est-ce qui t'amène à discuter avec moi d'intelligence artificielle aujourd'hui? Ouais, carrément. Bah écoute, moi j'ai un parcours très particulier. J'ai pas toujours fait de l'intelligence artificielle. J'ai eu une carrière dans le passé de pâtissier. Donc à 15 Ah ans, j'ai oui, commencé. Ouais, ouais, assez particulier. À 15 ans, donc suite au collège là en France, j'ai commencé une carrière de pâtissier. Et au bout de 8 ans, bah, j'ai dû arrêter cette carrière suite à une sorte de maladie professionnelle, hein, une allergie à la farine. ah, ouais, c'est pas de Euh, ta faute. ouais, non, c'est pas fou pour un pâtissier. Du coup, j'ai repris des études. Vraiment de fil en aiguille, je me suis vraiment retrouvé dans le monde de la statistique, des données. C'est comme je te dis, moi, je connaissais pas grand-chose aux maths et du coup, j'ai dû reprendre, tu sais, genre from scratch, le programme de mathématiques à la fois du lycée. Après, tu sais, je suis arrivé en licence, c'était pas évident. Je me suis accroché, j'ai continué. Je suis arrivé donc en master d'économétrie et statistique. OK. Et c'est pendant le master que j'ai découvert la science de la donnée, que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Tu sais, on apprend forcément à coder avec R, Python, voilà, enfin tout ce Ouais. genre de langage. Et puis bah, par la suite, j'ai intégré le monde de la banque. Donc j'ai commencé au service marketing, dans une banque qui s'appelle Crédit Agricole, pardon, en France. Ouais. Et donc c'était vraiment hyper stimulant. J'ai vraiment beaucoup appris là pendant ces années-là au Crédit Agricole. Et je suis devenu donc euh, manager de l'équipe data du Crédit Agricole. Et ensuite, bah, du coup, maintenant, ça fait depuis juin 2023 que j'ai intégré Solution BI Canada, où je suis directeur d'intelligence artificielle dans cette entreprise. Très Donc cool, voilà, très cool. c'est mon parcours dans les grandes lignes, quoi. Très cool. Moi aussi, j'ai fait en fait économétrie et j'ai découvert la data science pendant la maîtrise, donc assez similaire. Honnêtement, je trouvais parfois que le côté théorique de l'économétrie, c'était un peu de la merde, mais le côté pratique était vraiment cool de faire des trucs, tu sais, concrets. Là, tu vas prendre des données, tu vas trouver des résultats, tu vas faire des trucs. Et rapidement, il y avait un pont effectivement vers le machine learning et qui nous amène aujourd'hui à parler d'IA. Tu travailles en fait dans une boîte de consultants que je connais bien parce que aussi ma copine travaille là aussi. Euh, Peut-être on pourrait parler un petit peu des qu'est-ce qui a changé justement depuis ces premières années de data science. Comment tu vois en 2024 comment l'IA peut aider une entreprise concrètement? Bah, je pense que bah, on l'a tous vu, hein, il y a eu un grand bouleversement sur le marché de la data à l'arrivée de ChatGPT, hein, notamment, pardon, Ouais. en 2022, là où ça a été vraiment un gros boom à la fois dans le domaine de la data science, c'est-à-dire que pour nous c'était vraiment, tu sais, une grosse amélioration en tout cas. Quand on a vu toute la productivité qu'on pouvait gagner, même nous en tant que développeurs, tu sais, Ouais. pouvoir améliorer nos codes, créer des squelettes de code plus rapidement, etc. Mais aussi en fait dans tous les domaines, tu vois, parce qu'en fait aujourd'hui, bah, l'IA générative, tout le monde s'en sert. Je veux dire, c'est pas réservé aux scientifiques de données, loin de là. Tout le monde s'en sert et je pense que ça, l'arrivée, tu vois, de l'IA générative, c'est vraiment quelque chose qui marque un vrai tournant, je pense, dans le domaine de la data science. Selon moi, tu sais, en fait, le truc, c'est que l'arrivée de cette IA générative, elle a permis un peu de mettre en lumière ce qu'on était capable de faire, entre guillemets, en data science. Parce que je pense que pour beaucoup d'entreprises, c'était encore très flou. Tu sais, même, c'est un milieu un peu très sombre. Il y a même, je pense, beaucoup d'entreprises qui ne savaient même pas que ça existait, tu vois. Ouais. Et donc, l'arrivée de l'IA générative, ouais, ça a vraiment, vraiment changé les choses. Et là, je pense que les gens prennent conscience, en fait, du potentiel de ce genre d'outils, à quel point en fait on peut vraiment améliorer sa productivité, sa qualité de service, à quel point on peut améliorer aussi les process. Enfin, il y a tellement de domaines dans lesquels ces outils sont bénéfiques que genre ça serait beaucoup trop long pour les lister un par un. Ouais. Non, c'est clair. En fait, la question qu'il faut se poser parfois, c'est à l'inverse, quel domaine pourra pas bénéficier de ça? Ouais, Mais comme tu mennais, la productivité au niveau du code, c'est assez fou là, pour créer du code. Tu sais, autant pour
des langages que tu connais, tu peux aller plus rapide, mais ça t'ouvre aussi la porte à utiliser des langages que tu connaissais moins. J'ai codé une extension Chrome que j'avais jamais faite, justement avec une petite vidéo YouTube, et après ça, j'ai utilisé ChatGPT qui m'a tenu par la main. C'est assez fou à ce niveau-là, et si jamais vos développeurs à la maison ne veulent pas utiliser ces technologies-là, ben dites-leur de le faire parce que C'est c'est ultra puissant. Ouais. Ouais, c'est clair. Moi, je me rappelle que je développais aussi à un moment une application là sur R Shiny là, donc une application data. Ouais. Et il y avait une partie en fait que je pouvais pas faire techniquement avec R, mais je savais que je pouvais intégrer du JavaScript. Mais en fait, tu sais, moi, je connais pas le JavaScript. Ouais. Et honnêtement, sans ChatGPT, j'aurais pas réussi à le faire. Ou alors j'aurais réussi, mais j'aurais mis peut-être 10 fois plus de temps, tu vois. Donc Ah là, ouais. en l'occurrence, ouais, c'est vrai que c'est vraiment, vraiment bénéfique pour ça. Parce que ça, surtout pour nous qui, on sait coder, on connaît pas par exemple le JavaScript, mais si tu me donnes le code, je vais être capable de l'utiliser, je suis capable de un petit peu le modifier, le débugger, euh, mais ça donne vraiment Ouais. un gros coup de main à ce niveau-là. Là. Ouais, exactement. Et puis, bah, tu sais, le fait que ce soit quand même des agents conversationnels, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, même si tu comprends pas quelque chose, tu vois, dans une partie du code, tu vois, tu peux lui demander des précisions, lui dire, bah, de manière générale, ça, à quoi ça sert, tu vois, ce genre d'éléments-là. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose, ouais, de très appréciable. Ouais, c'est clair. Puis, je sais pas qu'est-ce que tu en penses au niveau justement, des processus, tout ce qui est genre de la gestion de documents. J'ai l'impression que il y a tellement de gens qui travaillent dans tu sais, la rédaction et l'analyse de contrats, de trucs comme ça. En tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir un gros changement à ce niveau-là pour plein de professions et que les technologies vont d'IA générative potentiellement, c'est là que le plus rapidement possible, on est capable d'avoir un impact Ouais. positif. Là. Je suis complètement d'accord. Là, ça c'est beaucoup de tâches qui en fait qui sont un peu administratives, c'est qui apportent pas réellement de valeur ajoutée, mais qui sont mine de rien obligatoires. Hein. C'est les entreprises qui traitent des factures, les entreprises qui Ouais. voilà qui traitent énormément de documents textuels, des documents audio. Tout ça, c'est des tâches qui sont c'est comme je dis, qui n'ont pas une grande valeur ajoutée à réaliser et qui en plus de ça sont chronophages pour des humains. Ouais. Et c'est là où je vois que le potentiel de l'IA générative est vraiment dingue. C'est quand on voit qu'en quelques secondes, ça peut te faire un résumé de milliers et de milliers de documents, tu vois, c'est vraiment exceptionnel. Ouais, c'est vraiment assez fou. Et aussi, le gros avantage par rapport à quand on a commencé, c'est que on peut faire une preuve de concept relativement rapidement. Là. Tu prends les données, tu prends un C'est PDF, clair. tu fais un test, tu fais un petit prompt. Après ça, c'est une autre question si tu veux le mettre en production et puis que ça roule tous les jours. Mais au moins, tu peux savoir rapidement est-ce que ça va fonctionner puis ça va être quoi le niveau de précision. Là, je pense que Ouais, bien c'est sûr. la grosse différence avec ce qu'on Et pouvait avoir encore, avant. tu vois, vis-à-vis de ce que tu dis, tu vois, c'est que maintenant, en fait, les plateformes data ont tellement facilité l'accès à l'IA générative, c'est que ce soit Azure OpenAI, GCP, AWS, que Ouais. maintenant, en fait, utiliser ces modèles-là, en fait, pour les mettre en production, si tu veux, c'est accessible même à des personnes qui ne sont pas forcément data scientists. Alors, bien sûr, il faut s'y connaître, tu vois, en architecture de Ouais. données, il faut s'y connaître quand même en développement un minimum, tu vois, mais je veux dire, ils ont vraiment facilité notre vie, tu vois, à ce niveau-là. Ouais, c'est clair. Mais tu vois, parfois je me dis que c'est un petit peu dangereux que tout le monde puisse mettre des modèles en production. Pas dangereux en mode c'est l'apocalypse, mais c'est au niveau du testing, tu vois. Une chose qu'on apprenait beaucoup en data science, c'était toute l'idée derrière comment tu testes ton modèle, tu t'assures que c'est bien. Et là, aujourd'hui, c'est relativement facile de mettre des modèles en production sans trop rien tester. Et c'est là aussi que je pense que, en tout cas, moi, personnellement, je sens que je me démarque parce que quand je présente je vais rouler genre, des centaines de tests pour voir c'est quoi le genre de résultat qui va arriver différemment, qui est différent de ce qu'on faisait en genre de cross-validation ou peu importe comment tu voulais l'appeler Ouais. en data science, mais reste qu'il faut le tester parce que c'est pas parce que tu as quelques bons résultats euh, que ça va aller, Ouais, que ça non, mais va, tout va rouler. Ouais. je suis complètement d'accord. Hein. C'est vrai que nous, en sciences des données, on a toujours l'habitude, c'est de s'assurer de la robustesse du modèle, que les résultats soient cohérents et, tu sais, genre, soient stables sur le long terme. Et d'ailleurs, c'est ce Ouais. qui manque, je trouve, un peu à l'IA générative. Enfin, je parle pas de ceux qui sont vraiment spécialisés dedans, mais en tout cas des entreprises qui, parfois, tu sais, mettent un peu l'IA générative en place trop rapidement. Euh,
ils se soucient, je pense, pas assez de justement la cohérence des résultats, de la robustesse des modèles. Je pense que souvent on est juste en fait impressionné par le résultat là à court terme. Tu dis waouh, putain, c'est dingue. Et en fait, du coup, je pense qu'il y a certains qui skippent un peu la partie, tu vois, Ouais. validation. Donc, Ben, puis on l'a vu, il y a eu des Chevrolet aux États-Unis, un concessionnaire qui s'est fait prompt inject, puis en tout cas, le hacker euh, a dealé un Chevrolet Tahoe à 1$ avec le chatbot, des trucs comme ça. Mais c'est ça, parce que ça donne l'impression que c'est hyper intelligent et que ça peut tout faire, mais c'est clair qu'il y a du testing à faire. Puis c'est pas si simple à faire, en fait, ce testing-là. Là, je suis justement en train de réviser mes méthodologies et la réalité, c'est que c'est très différent justement du testing logiciel classique ou du testing en data science parce ouais. que le phrasé va être différent. En tout cas, du coup, j'utilise d'autres modèles pour vérifier des résultats d'un premier modèle. En tout cas, à voir si Ouais, mais ça va fonctionner dans le temps. Mais... c'est hyper intéressant, tu vois, parce que je pense que c'est vraiment une phase qui est trop un peu occultée là par ceux qui veulent se lancer dans l'IA générative, qui, comme je te dis, sont juste en fait sous le coup de l'émotion d'un joli résultat trouvé, tu sais, sur un prompt en particulier. Ouais. Mais tu sais, ouais, non, clairement, je suis d'accord. Il y a des trucs. Il y a des trucs à faire et en tout cas, il va y avoir. Il y a clairement une personne plus intelligente que nous qui va trouver une bonne méthodologie, la meilleure méthodologie de testing, ou peut-être même l'IA va le sortir lui-même. Bon, À après voir. je pense qu'à long terme, tu vois, les plateformes aussi mettront en œuvre, tu sais, faut laisser du temps, parce que mine de rien, c'est une technologie qui est vraiment très jeune. Ouais, C'est juste extrêmement jeune. quand un an, quand tu vois la croissance exponentielle que ça a eu, bah forcément, tu sais, je pense que c'est normal que ce soit pas encore totalement maîtrisé, mais je pense clairement que les grandes compagnies là vont faire des efforts en ce sens. Ah, c'est sûr qu'ils en font en ce moment, puis tu sais, même là aujourd'hui, on a quand même la chance déjà, tu utilises l'API d'OpenAI, il va pas dire n'importe quoi, il va pas dire des Ouais, propos blasphématoires, des trucs comme ça, parce que ouais, ce guardrail-là existe déjà. Par exemple, moi, de ce que je teste, par exemple, c'est que je voudrais pas que si je mets un chatbot sur le site d'une entreprise, ben, qui parle de ses compétiteurs, des trucs comme ça, c'est un peu plus bénin jusqu'à un certain point, mais c'est des trucs que les clients seraient pas heureux que ça fasse. c'est Et clair. si bon, si c'est pas testé, ben ça peut engendrer des problèmes. Maintenant, tu penses que ça s'en va où? Parce que tu sais, qu'est-ce qui, pour mieux dire mes propos, j'ai l'impression qu'il y a eu un gros gap, comme tu disais, ça fait à peu près un peu plus qu'un an, là, qu'on a vraiment accès à des très très bons modèles dans des API ouvertes. Euh, Côté business, on dirait que le côté business, j'ai pas l'impression que ça va tant changer dans peut-être les 12 prochains mois. euh, Parce qu'il faut que les entreprises rattrapent. Là. Toutes les entreprises sont encore à la bourre par rapport à l'intégration de ce type de modèle. Euh, Qu'est-ce que tu penses qui va changer le plus dans les prochaines années, soit en entreprise ou dans les capacités de modèle pour nous donner d'autres opportunités dans le futur? Bah, ce qui va changer le plus, selon moi, déjà, tu sais, ça va être les raisons profondes pour lesquelles les entreprises veulent faire de l'IA. C'est pour moi déjà la base, c'est ça. C'est Ouais, lorsqu'une entreprise va implémenter de l'IA, faut se poser la bonne question de pourquoi est-ce qu'on veut le faire. ouais. C'est suite à l'arrivée de ChatGPT, combien de CEO on a entendu dire, tu sais, que on veut faire de Allez. l'IA parce que, tu sais, genre, ça donne juste des résultats très impressionnants. Alors, certes, j'étais moi-même le premier impressionné, tu sais, Ah oui, oui. mais, mais c'est pas une raison valable pour juste dire, OK, on veut faire de l'IA, il y a un truc intéressant à faire, mais la vraie question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on veut le faire? Est-ce que c'est juste un effet de mode? Est-ce que c'est une tendance? Est-ce qu'on a juste peur d'être à la bourre par rapport aux concurrents? Est-ce que il y a un vrai, tu sais, on a vraiment senti le potentiel et dans ce cas-là, c'est pour cette raison qu'on veut partir sur cette voie. Tu sais, il y a un vrai questionnement à avoir. C'est pas une stratégie que voilà, tu sors comme ça Ouais. au matin. Tu vois, ça me fait penser à plein de produits, souvent des SaaS, des software as a service, qui ont ajouté des fonctionnalités IA, mais
c'est pas, ça change pas fondamentalement leur produit. Là. Ouais, Tu sais, je pense par exemple à Loom, il y a un truc de vidéo qui va te créer un titre automatiquement. Tu sais, des trucs genre, honnêtement, on s'en fout, ça change pas le produit, mais ils voulaient, c'est clair que le CEO était comme, OK, cette année 2023, l'année dernière, là, on rentre de l'IA dans le produit, ils l'ont fait, mais au final, ils ont dû dépenser vraiment, vraiment cher c'est ça le pour truc. ajouter des titres générés automatiquement. Et au final, je vais pas payer plus cher pour ça, là, tu sais, C'est honnêtement. ça. Donc, il Non, y a non, le danger. Ouais. c'est hyper pertinent, tu vois, ce que tu dis, c'est que il y a des fois, implémenter de la Gen AI pour avoir juste un petit effet waouh, mais qui t'a coûté plusieurs centaines de milliers de dollars, tu sais, et qui Ouais. continue à te coûter par l'usage, je suis pas sûr, tu vois, que ça en vaille toujours la peine. Pour moi, c'est un vrai cas d'utilisation d'intelligence artificielle. Il faut vraiment que ce soit mesuré au départ, tu sais, savoir qu'est-ce que tu en attends, quel est le ROI potentiel que tu vas avoir, tu sais, parce qu'une IA générative, ça a quand même un coût à déployer, c'est pas neutre, hein, Ouais, non, ça c'est moins cher que ce que ça coûtait il y a 5 ans, ouais, mais ça coûte quand même. En fait, le bien sûr, coût a été la grosse différence avec les modèles qu'on entraînait il y a 2, 3, 5 ans, c'est que il y avait un gros coût à la base d'entraîner le modèle et après ça, c'était presque gratuit à l'inférence. c'est Aujourd'hui, ça. c'est moins cher parce qu'on n'entraîne pas de modèle, il faut juste le mettre en place, disons. Mais après ça, le coût peut être assez subséquent là, par la suite. Les factures de linéaire peuvent être assez élevées. Donc, à Ouais, terme, si ouais, des ouais, clairement. millions de gens l'utilisent, ça peut te coûter assez cher. Là. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, non, c'est sûr que c'est un voilà, c'est les questions à se poser. Puis tu sais, autour de ça, même avant même de rentrer en fait dans la partie là de savoir si tu veux faire du Gen AI, si tu veux faire de la science de données, c'est déjà savoir si tu es prêt à le faire. Est-ce que ton entreprise a la maturité nécessaire Ouais. pour faire ce genre de modèle? Non, c'est ça. Puis tu vois, je me suis fait dire, puis ça n'a pas rapport directement avec l'IA, mais ça fonctionne dans ce cas-ci. Tu sais, quand tu prends une décision d'affaires, il y a trois grandes raisons pourquoi tu voudrais le prendre. Est-ce que ça va t'amener plus de clients? Est-ce que les clients vont dépenser plus? Ou est-ce que ça diminue tes risques que ton entreprise soit obsolète dans 5 ans? Ouais, Donc, ouais, si tu apportes un petit feature qui fait un petit wow, comme on disait, ben, ça ne t'amènera pas plus de clients, les clients dépenseront pas plus. Et tu pourras pas dire que t'es une AI business maintenant parce que tu as ce petit feature-là. Donc, ça changera pas grand-chose dans le futur. Donc, ouais, c'est ça. Donc, à exactement. réfléchir puis être capable vraiment de cerner parce que par expérience, les pires projets, souvent, c'est ceux où il y a un petit effet wow au début, les gens sont contents, mais à la fin, quand il faut mettre les bouchées doubles pour le mettre le projet en production, ben, et qu'il n'y a pas réellement de ROI, c'est là que ça pose problème. Ouais, c'est ça. Bah, c'est surtout, tu sais, du coup, l'importance en amont du projet d'arriver à estimer un certain ROI. Parce que comme tu dis, en fait, il y a plein d'entreprises, même sans parler d'IA générative, hein, on peut parler même de modèles de sciences de données classiques, comme on avait Ouais. l'habitude de faire, un modèle machine learning ou deep learning. Euh, il y a des entreprises, en fait, qui se lancent à bras ouverts dans des projets qui coûtent quand même un certain, tu vois, qui ont un certain prix hein, en termes de Ouais. développement, parce que voilà, ça prend des data scientists sur plusieurs mois, etc. Et qui en fait à la fin se rendent compte que bah le ROI est pas si dingue que ça, tu vois. Mais le truc c'est le problème, c'est que ça il faut le voir en amont, tu vois. Ben Je oui. veux dire, c'est quelque chose qui se calcule en amont et c'est pour ça qu'on fait aussi beaucoup de preuves de concept. Et les preuves de concept, ça sert aussi à ça, c'est pouvoir faire des petits tests partiels, à Ouais. voir comment tu vas pouvoir mettre en place. Enfin, tu vois, moi je pense à ça quand j'étais au Crédit Agricole. J'avais en fait pour mission de développer en fait un algorithme qui permettait de prédire le churn, donc la probabilité qu'un client quitte notre banque. Ouais. Et en fait, si tu veux, justement, on a fait toute cette partie de preuve de concept avec des tests, tu vois, sur une ou deux agences bancaires. On a pu estimer le nombre de clients qu'on arrivait à garder, donc du coup, le Ouais. potentiel chiffre d'affaires, tu vois, qu'on conservait, etc. Donc c'est ça qui permet de dire, bon, bah ok, go, on approfondit le sujet, tu vois. Ouais, c'est ça. Puis avec ces modèles, c'est les modèles que tu parles plus data science. La problématique qu'il y avait aussi beaucoup, c'était OK, on a un modèle qui fonctionne maintenant.
qui prend une action derrière pour aller garder ses clients. Tu sais, ok, je suis capable de cibler un peu Ouais. les clients malheureux chez nous, c'est bien, mais il faut quand même des gens au marketing qui soient, ou j'en sais rien, qui envoient des courriels, qui Ouais. t'appellent pour changer ton comportement, parce que sinon, il y a un modèle qui peut tourner et qui peut être très très précis, mais derrière, ça Ouais, peut c'est ça, être... exactement. Non, mais alors là, par contre, tu touches vraiment du doigt là un point très sensible. C'est quelles sont les actions en fait qui sont prises derrière le ouais, modèle. Tu vois, parce qu'en gros, moi, ça se trouve, voilà, admettons que j'arrive à te choper 100% des personnes qui vont probablement quitter la banque, même si c'est pas le cas, on est d'accord, hein, un modèle data ouais. science n'arriverait pas à faire ça. Mais admettons que j'arrive à avoir un très bon résultat. Si derrière il n'y a aucune action qui est réalisée, ou alors que les actions qui sont réalisées sont trop peu suffisantes, bah les clients on les gardera pas, tu vois. Genre on aura juste identifié qu'ils vont partir et ils vont partir. Mais peut-être que là, le Gen AI peut être intéressant. Ça pourrait permettre de générer un bon courriel, un bon message à partir des Ouais, données exactement. très, très personnalisées du client et mieux comprendre pourquoi il voudrait partir et essayer de faire une offre qui peut C'est pas clair. résister. Là. C'est clair, Ouais, c'est clair. je viens d'avoir cette idée-là, mais en tout cas, quelque chose à faire. Si quelqu'un nous écoute et pourrait partir de ce produit-là, ça serait vraiment super. On peut faire un petit segue vers la vie privée. T'as fait, en fait, on s'est vu à la conférence des affaires et tu l'aurais fait hier, je pense, à HEC Ouais, ou cette semaine au, euh, à la conférence HEC Forecast. Forecast, ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis je sais pas si tu pourrais nous en parler un petit peu, nous faire un petit résumé de ton propos. Ouais. Ouais, bah bien sûr, bah en fait, si tu veux, la conférence que j'ai faite hier à HEC Forecast, bah, qui était quasiment très similaire en tout cas à celle que j'avais fait à la conférence des affaires, ça portait en fait sur l'utilisation des données synthétiques. Donc les données synthétiques, c'est des données qui sont générées artificiellement par algorithme d'intelligence artificielle sur la base de données réelles. Donc en fait, sur l'intérêt de ces données synthétiques là, c'est principalement, pour faire vraiment un résumé très short, de pouvoir en fait utiliser des données confidentielles au-delà en fait d'un certain but. C'est-à-dire qu'il y a, tu sais, maintenant depuis l'arrivée de la loi 25 au Québec, on va devoir faire de plus en plus attention à la manière dont on traite, la manière dont on exploite les données confidentielles. Ouais. Et avec ces données synthétiques là, du coup, on peut en fait continuer à exploiter les données parce qu'en gros, ça les rend pas anonymes, mais en fait, c'est des données qui ont les mêmes propriétés statistiques que les données réelles, mais qui sont pas les données réelles. Donc, ça veut dire Ouais. que dans les données synthétiques, tu pourras pas retracer quelqu'un individuellement, tu vois. Les données d'une observation en particulier ne correspondront à rien à quelqu'un de la réalité. Mais en l'occurrence, statistiquement, elles sont identiques en fait aux données d'origine. Donc ça, tu vois, voilà, c'est un gros. Je pense que c'est quand même assez connu depuis pas mal de temps, tu vois, même dans le monde de la science de la donnée. Oui, mais c'est parce qu'à la base, il y a plusieurs situations qui sont hyper intéressantes. Là. Je suis sur un cas où, en fait, je suis en train de terminer un projet où on a eu cette problématique-là. C'est que dans l'environnement, dans les règles de l'entreprise, dans les environnements de développement, on n'a pas le droit d'avoir des vraies données, tu sais. Parce que c'est des environnements bon, qui sont un peu moins Ouais, sécurisés, même s'ils sont quand même assez sécurisés. Là. Puis la problématique, c'est que c'est des règles d'affaires qui fonctionnent assez bien dans le cas de tu veux créer une base de données, tu veux créer une interface, tu génères de la donnée totalement fausse. Là. On appelait ça de la donnée synthétique aussi, mais c'était eux, dans ce cas-ci, il n'y avait pas les propriétés statistiques. Et d'accord. là, avec ces données-là, on n'est pas capable d'entraîner un modèle et regarder Ouais, les résultats parce que c'est juste de la fausse donnée complètement. ouais, c'est sûr. Donc, on est capable de voir que le modèle, bon, il roule, mais après ça fonctionne pas du tout. Donc, si on était capable de créer justement des vraies fausses données, dans ce cas-là, pour la majorité des entreprises qui veulent pas avoir de la donnée de production, disons, dans un Ouais, environnement de ouais, ouais. développement, ça peut devenir hyper intéressant. Et aussi, comme tu viens de mentionner, on n'aura plus le droit de toute manière, que ce soit la loi 25, le GDPR, le RGPD ou RGPD, ouais. Mm. les lois en Californie, de plus en plus, surtout pour le côté marketing, on n'aura plus le droit de faire ça. Donc c'est hyper intéressant d'être capable de faire ça. Ouais, exactement. Et justement, juste pour rebondir par rapport à ce que tu dis, tu vois, comme tu dis, Ouais. si tu génères des fausses données qui conservent aucune propriété statistique des vraies données, tu vas pouvoir entraîner un modèle machine learning dessus et tu vas peut-être avoir des très bons résultats. Mais lorsque tu vas mettre ce modèle machine learning sur les vraies données,
pour Ouais. avoir les vraies prédictions avec les vraies données, bah, ça se trouve, le modèle ne performera pas du tout de la même manière parce qu'ils n'ont pas les mêmes caractéristiques. Tu vois, donc, Ouais, c'est ça, tout est à refaire, puis dans bien des cas, t'as pas le droit, ou en tout cas dans les règles d'entreprise, t'aurais pas le droit de faire du développement en production. Donc là, l'idée, tu ouais, veux pas aller en production avec les vraies données. Parfois, c'est que les pipelines, ou en tout cas les méthodologies sont faites pour le logiciel et pas c'est pour clair. l'intelligence artificielle ou pour la science des données. Et ceci étant dit, maintenant, comment on fait pour créer ces données synthétiques? Bah alors, ces données synthétiques, il y a plusieurs manières de le faire, hein. Il y a des méthodes statistiques très simples qui existent. C'est-à-dire, en gros, globalement, tu vas prendre les données, tu vas y ajouter du bruit, une sorte de bruit, Ouais. voilà, qui suit, par exemple, une loi normale, si tu veux. Euh, mais on va dire que c'est des méthodes qui arrivent très rapidement à leurs limites, c'est-à-dire que tu peux le faire pour seulement quelques variables. Admettons, tu as un jeu de données avec genre deux ou trois variables, tu vas pouvoir le faire. Par contre, ce qui est compliqué avec ces méthodes statistiques, c'est que tu perds très souvent la corrélation qui existe entre les variables. Alors que l'intérêt d'utiliser, enfin en tout cas de générer des données synthétiques avec un algorithme de deep learning, comme c'est le cas dans ce que j'ai présenté en l'occurrence, c'est que l'algorithme de deep learning, lui, il va vraiment aller capter en fait toutes les corrélations qu'il existe entre les variables 2 à 2. Et en fait, du coup, c'est ça qui va faire que les données que tu as générées, elles sont de qualité. Tu vois, parce qu'en Ah, gros, ok, ok, je vois. le modèle par exemple de machine learning ou de deep learning que tu vas entraîner derrière, il a besoin en fait de ces corrélations, tu vois, entre les variables. Ok, oui, oui, je comprends, je comprends. Donc avec ça, on est capable, ça va garder leurs propriétés et c'est ça, leur corrélation. Donc Ouais, on va même pouvoir continuer de comprendre quelle variable est importante c'est ça, pour chacun des modèles. Super exactement. intéressant. Puis tu as parlé que c'était utile pour la loi 25. Je sais que, euh, si je me trompe pas, vous avez fait vous avez développé un chatbot ou tu as développé un Ouais. chatbot chez Solutions BI pour justement aider à la compréhension de la loi 25. C'est des gens qui nous écoutent rapidement. Je sais pas si tu pourrais parler un petit peu de la loi 25, peut-être parler un peu du chatbot aussi si tu veux. Je sais pas s'il est ouvert au public. Mais en tout Ouais. cas, je te laisse expliquer ton processus pour faire ce chatbot-là et parler un petit peu de la loi 25. Ouais, ouais, carrément. Bah écoute, la loi 25, bon, moi je suis pas un expert juridique là en l'occurrence, c'est plus ma compagne qui travaille dans le RGPD en France là, donc du coup, j'avoue que j'ai quand même pas mal utilisé ces connaissances pour essayer de comprendre un peu comment ça fonctionnait. Mais bon, globalement, la loi 25, elle vise, c'est à garantir la confidentialité de la donnée, donc ça va imposer des règles de gestion particulières. Tu as notamment une des principales que j'ai retenues, c'est le fait de devoir supprimer la donnée une fois que tu as atteint un but, c'est-à-dire que les entreprises collectent des données pour un but bien précis. Une fois Ouais. que tu as atteint ce but, tu es censé supprimer la donnée. Il y a ça, il y a aussi toute la partie anonymisation, que tu peux pas voilà, fournir la donnée à n'importe qui. Il faut que toutes les personnes qui aient accès à données confidentielles soient recensées pour que voilà, si jamais il y a un risque de fuite de données, on puisse savoir quelles sont les personnes qui en tout cas ont accès à ce type de données. Et du coup, en fait, le chatbot c'est venu un soir suite à une discussion avec ma compagne qui était en train de justement s'intéresser à la loi 25. Il y avait des choses c'est long, la loi 25, Ben je oui. l'ai regardé, c'est beaucoup de textes, de pages très très longues, en plus un discours un peu juridique, donc pas forcément intelligible pour nous, Mortel. c'est ça, simple mortel. Et donc du coup, ma compagne avait pas mal de questions là-dessus. Elle passait du temps à éplucher la loi 25 et je me suis dit, bah attends, est-ce que ce serait pas intéressant d'aller brancher un petit bot dessus, peut-être juste pour voir s'il serait capable de répondre à ces questions simplement. Et donc du coup, moi, au travail, vu qu'on s'intéressait aussi à la loi 25, de toute façon, on est un peu tous obligés de s'y intéresser, hein, dans le sens où Ouais. et donc du coup, on a développé un chatbot ouais, sur la loi 25. Alors au début en fait j'avais essayé tout simplement, tu sais comme tu dis, une preuve de concept, tu te prends pas la tête, tu prends l'API OpenAI, tu testes, tu regardes déjà si Ouais. tu arrives à avoir quelque chose de cohérent. En l'occurrence c'était quand même pas mal cohérent, alors je pense qu'il faut tu sais, lui apporter un peu plus de contexte, vraiment tu vois, apporter un prompt qui va bien lui, tu vas déterminer ce qu'il est censé faire.
Ouais. Euh, et donc par la suite, bah, du coup on a basculé donc là sur Azure OpenAI. Donc dans notre environnement, parce qu'on a ajouté d'autres données encore, enfin on a augmenté on va dire la loi 25 par d'autres données qu'on avait sur le sujet. Ouais. Et actuellement, bah, il est en production là en interne et on est en train de voir justement pour l'ouvrir, on va dire, en tout cas à des utilisateurs qui voudraient le tester. Ben ouais, c'est clair, parce que ça peut être super intéressant pour des gens qui voudraient en apprendre plus. C'est ça. Surtout, c'est ça, la loi 25, ça doit être assez conséquent comme texte. Si en plus on est capable d'ajouter des. J'imagine si on a des textes qui l'analysent ou qui essaient de. Ça pourrait. Ouais, Qui essaient de. ouais, je pense que ça pourrait être intéressant aussi, tu sais, d'aller récolter aussi des textes, tu sais, on va dire, d'experts qui ont travaillé sur le sujet, qui ont réussi aussi à tirer des conclusions, qui ont réussi à tirer une sorte de méthodologie à appliquer. Ça peut être aussi pas mal, tu vois, pour améliorer un petit peu le modèle. Ouais, c'est ça, c'est comme d'ajouter un langage, pas un langage, mais un niveau d'intelligence dans les données, Ouais, intelligence humaine, parce que, comme tu dis, les textes de loi, c'est assez lourd et même ChatGPT, ça aurait peut-être du mal à. Plus exactement. concrètement, avez-vous utilisé une base de données vectorielle? Avez-vous pour faire du RAG, là, du Retrieval Ouais, Augmented Generation? Vous avez passé ça dans un embedding, vous avez mis ça. ouais, c'est ça. Sur Azure Cognitive Search, du coup, Ok. on a utilisé donc les fonctionnalités Azure. Il y a un moment, on hésitait aussi enfin, on a regardé un petit peu, on a testé un peu plein de méthodes là, avec Pinecoin et tout. Bon, bref, il y a Mhm. plusieurs fournisseurs là qui permettent d'avoir les bases de données vectorielles. Ouais. Mais en l'occurrence, ouais, c'est ça, c'est du RAG, hein, clairement, qu'on fait ici. Ouais, puis c'est quelque chose qu'on peut discuter un peu parce que là, beaucoup de personnes viennent me voir et me demandent de réentraîner un modèle avec leurs données ou fine-tuner les modèles avec leurs données quand en fait la meilleure façon est en fait ajouter une mémoire. Moi j'appelle ça ajouter une mémoire au modèle Ouais, puis qu'il soit capable d'aller rechercher certains éléments basés sur la question. Donc concrètement, le modèle n'est pas réentraîné. Quoique, bon, on pourrait peut-être le faire, mais il faudrait ouais, vraiment beaucoup de données. Il faudrait le X et l'Y, là, donc la ouais, question et la ouais, ouais. réponse. C'est quand même autre chose. Avec ces modèles-là, on est capable d'aller ajouter une mémoire, une base de données. Là, ça peut être pratiquement infini comme information et on peut aller rechercher des bouts de texte, remettre ça dans un prompt et avoir Ouais. des réponses Ben, ben, assez pas mal. ben, je pense que là aussi, tu pointes du doigt quelque chose d'important. Je pense que pour le commun des mortels, euh, il ne fera pas la différence. Tu sais, quand il dit réentraîner, je pense qu'il fait pas la différence entre réentraînement et du Retrieval Augmented Generation. Non. Je pense qu'on dit souvent par défaut réentraînement, mais alors qu'il y a beaucoup qui parlent de RAG. Le Ouais. réentraînement, c'est vrai que c'est quand même costaud au final. J'ai vu quelques cas d'usage de réentraînement, mais c'est vrai que c'est assez lourd parce qu'il faut que tu aies un X, un Y, comme tu dis. Donc ça veut dire qu'il faut que tu aies énormément de documentation structurée avec ton X et ton Y. Et ça, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui les aient, tu sais, même si tu as des frequent ask Ouais, questions. des cas possibles là, que j'ai vus, c'est plus pour aller diminuer ton coût d'utilisation d'API. J'ai vu quelqu'un qui parlait tu pars une application, tu le mets sur GPT-4, Ok, tu vas collecter plein de données générées par les utilisateurs. Donc, les gens utilisent ta plateforme et des réponses de GPT-4. Et après ça, tu sais pas, si tu arrives avec 10 000 utilisations, tu peux prendre ça, aller réentraîner GPT 3.5. Et là, tu vas être à peu près à 30 fois moins cher. Et tu peux atteindre la même qualité de output avec GPT 3.5. ah, c'est Euh, intelligent ça, pour le coup, tu vois, j'y avais jamais mais pensé. mais c'est ça. Mais ça prend toute l'architecture de Ouais, réentraînement et tout. ouais, bien Mais c'est un sûr. peu comme on disait, c'est facile de faire une preuve de concept avec GPT-4 qui va te coûter très cher. Et après ça, tu peux réentraîner des modèles. Même que j'ai vu quelqu'un qui disait qu'il avait utilisé Mistral, il avait rentraîné Mistral en local et qui était rendu à 100 fois moins cher que GPT-4 Ah bah ouais, pour tu le même m'étonnes. genre de résultat. Du coup, dans ce cas-là, ça peut valoir la peine, mais tu peux pas faire ça au début. À Ouais, moins non, que non, tu c'est aies clair. un, un log de customer service de 10 ans. Ouais, Et même ouais, là, non, c'est tu clair. aurais probablement plus rapidement une preuve de concept, comme on mentionnait, euh, grâce à juste GPT-4. Puis tu y vas avec ça. Là. Non, c'est clair que ça nécessite pas mal de données. Ouais, comme tu dis, tu sais, genre au début,
tu peux pas. Enfin, tu peux pas te permettre, tu vois, de faire ce genre de move-là. Puis encore une fois, la question c'est comment tu évalues le modèle qui sort. Tu sais, tu peux le tester un peu qualitativement. Là, tu fais des essais, tu regardes qu'est-ce qui sort, mais la réalité, c'est que mettre des chiffres, est-ce que tu es réellement rendu à un point où il est aussi bon que ce que te donnait GPT-4? Bah, c'est une bonne question que je Ouais, c'est n'aurai ça que pas la réponse facilement. non, non, ça c'est vrai que je pense que la question de l'évaluation, comme je te dis, c'est vraiment quelque chose qui, à mon avis, va être, tu vois, dans le scope des années à venir, là, 2024-2025. Ouais. Euh, une fois qu'on a passé la phase du wow, là, maintenant s'intéresser à un wow mais pertinent, tu vois, sur le long terme. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a des évaluations sur des jeux de données spécifiques. Tu sais, quand ils comparent Gemini avec GPT-4 ou j'en sais rien. Ouais, Premièrement, chaque entreprise utilise les métriques qui les mettent de l'avant, évidemment. Et deuxièmement, mais pour nous qui ont des cas spécifiques, ça nous aide pas, ça nous aide pas tant que ça non plus. ouais, exactement. Écoute, je pense que ça fait un petit peu le tour de ce que je voulais parler avec toi, Cyprien. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je sais pas si tu veux parler un petit peu en terminant de ce que vous pouvez faire chez Solution BI, puis Ouais, comment vous aidez vos clients à faire de l'intelligence artificielle et la science des données. ouais, bah tout d'abord, bah merci à toi là pour l'invitation, pour avoir discuté sur le podcast, ça c'est vraiment très cool. Et pour parler un peu de ce qu'on fait chez Solution BI, donc Solution BI, bon, comme son nom l'indique, c'est quand même une boîte de BI à l'origine, mais ça fait maintenant presque 3 ans qu'on a un pôle intelligence artificielle pour lequel, bah, si tu veux, on accompagne nos clients dans la réalisation de projets euh, data science, c'est comme on peut l'entendre à l'ancienne du terme, hein, tu sais, par les projets machine learning, deep learning. On est en train de construire aussi justement une offre. Là, il n'y a pas une offre LLM, hein, il y a pas mal de questionnements à ce sujet. Donc là, on est en train de faire pas mal de projets internes sur la partie LLM. Donc voilà, globalement, c'est de l'accompagnement, de la réalisation de projets, euh, des conférences aussi. On organise des conférences, des sortes de masterclass aussi pour les compagnies. Ben super. Voilà. Écoutez, si jamais des gens sont intéressés, je mettrai ton courriel en description puis le site de l'entreprise aussi. Avec grand plaisir. Ben écoute, merci beaucoup d'être passé au CapGPT Podcast et ben, on se reparle bientôt. Merci Charles, à bientôt. Bye bye. Bye.